Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est toujours fait pour vous. Et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je dois vous dire que ça fait un peu bizarre de réentendre ce moment qui a tout balayé. Pour ma part, je couvrais une soirée électorale, j'étais en train de faire mes interviews sur la victoire haut la main du Rassemblement national en France avec 31,37% des voix, quand la politique française nous a tous emportés comme une énorme vague. S'en sont suivis 10 jours d'apnée, surtout quand on est journaliste parlementaire, de rebondissements, de recompositions, mais aussi, il faut le dire, de grand n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps, enfin, de poser un peu les choses avec cette question, qui va servir aussi à celles et ceux qui n'ont plus trop suivi. Qui a gagné, finalement, aux élections européennes ? Pour y répondre, j'ai fait appel à Quentin du compte MEP Assistant que vous connaissez bien ici et à Catherine qui anime le podcast À quoi tu sers ? Je vous mettrai leur lien dans la description. Le grand gagnant de ces élections, c'est le PPE qui a réussi à maintenir son statut de premier groupe politique au Parlement européen et en plus à être en croissance, qui était quelque chose qui n'était pas donné pendant plusieurs mandats. Ils étaient en perte de vitesse, en perte de nombre. Là, ils ont repris du poil de la bête et sont clairement le groupe qui sort de mieux. Ils représentent plus de 25% quasiment du Parlement européen à eux tout seul maintenant. L'autre gagnant, mais qui n'est pas un si grand gagnant que ça, c'est l'extrême droite. Avant les élections, on s'attendait à ce qu'il y ait c'était la grande peur, il va y avoir une grande vague d'extrême droite au Parlement européen, ça va tout changer. Au final, ça s'est pas vraiment passé. Il y a eu une croissance des groupes ECR et ID, mais ça n'a pas été la grande vague qu'on craignait, notamment à cause des divisions internes, avec notamment ID qui a dû se séparer de sa délégation allemande, de l'AfD, à cause d'un certain nombre de scandales touchant les Allemands. Donc au final, on a quand même le bloc central, on va dire, qui a réussi à tenir. Donc bloc central, PPE, les libéraux et les socialistes, qui s'est maintenu et qui va probablement rester le socle, la principale majorité dans le Parlement européen aujourd'hui. Donc au niveau européen, on a un Parlement qui est relativement stable. En revanche, il y a une grosse bataille pour qui va être le troisième groupe le plus fort entre les libéraux, donc là où siège Renaissance, des députés de la majorité présidentielle, et ce qu'on appelle ECR, qui sont les conservateurs, mais des conservateurs qui flirtent avec l'extrême droite, puisque c'est là qu'on retrouve Giorgia Meloni et Reconquête, par exemple, pour la France. Donc pour l'instant, ces deux groupes sont en train d'essayer d'attirer à eux les députés qui ne font partie d'aucun groupe politique européen pour l'instant. Donc si on résume, on a un PPE, la droite conservatrice qui est renforcée, des sociodémocrates qui se maintiennent et une progression de l'extrême droite, plus 25 sièges, sans ras-de-marée. Je le redis au cas où, au Parlement européen, l'extrême droite est divisée en deux groupes. ID, où siège le RN de Marine Le Pen, et ECR de Giorgia Meloni. On avait évoqué des projets de fusion entre ces deux groupes, mais ils n'ont pas eu lieu. Quand on regarde le groupe ID, il n'a pas forcément gagné énormément en poids. Certes, il y a les très nombreux députés du Rassemblement national, mais il y a eu aussi des exclusions du côté de l'AfD allemande sur fond de scandale, et pour ça, je vous propose d'écouter l'épisode précédent. Finalement, c'est ECR qui est le plus fort en poids entre ces deux groupes et qui essaye de glaner des députés par-ci par-là pour devenir le troisième groupe du Parlement par la taille et peut-être aussi par l'influence. Voilà pour les gagnants, mais il y a aussi les perdants. Les libéraux et les Verts, surtout les Verts, ont accusé des grosses pertes. Ils ont perdu chacun une vingtaine de députés. Pour les libéraux,
l'enjeu aujourd'hui, c'est de rester ou pas troisième groupe politique du Parlement européen. Aujourd'hui, au moment où je te parle, là, ça a été annoncé que l'ECR est passé devant. Ils ont une nouvelle vague d'adhésion, mais c'est au coude à coude. Hein, c'est au coude à coude. Là, le CR a 83 ou 84 membres et Renew en a 80. Et les négociations continuent avec d'autres délégations. Donc, on va peut-être encore avoir des changements dans les semaines qui viennent. Mais effectivement, il y a cette course à la troisième place entre le CR et les libéraux. Hein, les libéraux qui ont perdu pas mal de terrain dans certains grands pays, notamment voilà en France pour juste citer eux. Les Verts aussi ont accusé des grosses pertes. Ce qui traduit on va dire le retour de bâton contre les politiques climatiques, c'est au cours de l'année passée, et ça cause aussi un changement de stratégie chez les Verts maintenant, puisque en 2019 les Verts avaient choisi de rester indépendants, entre guillemets, ils avaient choisi de ne pas rejoindre la coalition centriste PPE socialistes libéraux. Là 2024 ils sont très enclins à vouloir rejoindre la coalition centriste avec le PPE, les libéraux et les socialistes, pour essayer de sauver le soldat Green Deal, et aussi pour essayer de repousser les tentations d'une partie du PPE d'aller faire copain-copain avec une partie de l'ECR, et notamment Fratelli Italia de Giorgia Meloni. Et je rajoute, parce qu'on n'en a pas encore parlé, que la gauche radicale où siège LFI se maintient. Et enfin, que la participation pour ces européennes a été de plus de 51%. Ça, on ne l'avait pas vu depuis au moins 20 ans. Voilà pour le Parlement, mais en parallèle, il y a aussi des négociations autour des top jobs. Vous avez peut-être entendu ces mots. Les top jobs, en fait, c'est tout bêtement les futurs dirigeants des institutions européennes. Donc, le ou la présidente de la Commission européenne, le ou la présidente du Parlement européen, le ou la présidente du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, et ce qu'on appelle le haut représentant vice-président pour la politique européenne de sécurité et de défense, c'est-à-dire le ou la ministre des Affaires étrangères européenne. Après les élections, le traité européen prévoit qu'on nomme les nouveaux dirigeants, parce qu'en effet, il y a eu les élections européennes, il faut quand même prendre en compte les résultats, et donc on ne peut pas garder les anciennes figures. Et là, c'est une négociation qui a lieu entre les chefs d'État et de gouvernement, où en fait on a un mix entre les dimensions étatiques et aussi les groupes politiques. C'est-à-dire en gros, on a non seulement les États qui essaient de pousser leur pion, mais aussi chaque groupe politique qui essaie de faire valoir son influence. On cherche un équilibre des forces politiques, donc en fonction des résultats des élections européennes. Il faut que la droite, la gauche, peut-être les libéraux soient représentés. Un équilibre aussi homme-femme. Et enfin, un équilibre géographique, c'est-à-dire nord-sud, est-ouest. Il y a beaucoup de critères en jeu, donc ce sera assez subtil comme résultat, c'est vraiment comme une recette, il faut faire monter la sauce. Et pour l'instant, on en est encore à la préparation de la pâte, je dirais. Le sommet qui a eu lieu lundi dernier, donc le 17 juin, était un sommet informel pour commencer à discuter de tout ça, prendre un peu le pouls des chefs d'État et de gouvernement. Il va y avoir un deuxième sommet qui aura lieu à la fin juin, et là ils vont avoir une forte pression pour essayer de trouver un deal, parce que normalement à la mi-juillet le Parlement européen doit valider d'une part le président du Parlement européen, mais aussi la présidence de la Commission européenne. Et la grande question, c'est voilà, on a 4 noms qui circulent aujourd'hui. On a Ursula von der Leyen, l'actuel président de la Commission européenne, qui voudra revenir pour un deuxième mandat, qui est PPE. On a Antonio Costa, un Portugais socialiste qui voudrait être président du Conseil. On a Roberta Metsola, l'actuel président du Parlement européen PPE, qui voudrait rester président du Parlement européen. Et on a Kaja Kallas, l'actuelle première ministre estonienne, qui voudrait devenir la nouvelle ministre des Affaires étrangères européenne. Première ministre estonienne qui appartient au groupe Renew et qui s'est illustrée par son opposition franche à Vladimir Poutine. Et donc, on a ce fight entre le PPE, les socialistes et les libéraux pour un peu déterminer l'équilibre du pouvoir. Et on a en plus Giorgia Meloni avec le CR qui toque à la porte en disant « Attendez, moi, mon groupe a progressé. Maintenant, elle va pouvoir dire « Mon groupe est devenu troisième force politique au Parlement européen. Moi aussi, je veux un bout du gâteau. » Et notamment, ils aimeraient bien potentiellement récupérer le poste de ministre des Affaires étrangères. Et donc, la question, c'est maintenant, est-ce que le CR va réussir à mettre le pied dans la porte dans un jeu dont aujourd'hui, jusqu'ici, elle a été exclue. Alors, jusqu'ici, les top jobs étaient toujours négociés entre les partis de la coalition PPE, socialistes et libéraux. Et maintenant, Giorgia Meloni veut avoir un bout du gâteau. La question, c'est est-ce que on va la laisser avoir ce bout du gâteau, sachant qu'elle n'appartient pas à la coalition formelle, elle ne représente
qu'une partie en fait de l'ECR, l'autre partie de l'ECR, on va dire plus extrême droite, n'est pas alignée ne va pas voter pour Von der Leyen, ne va pas voter pour la Commission européenne. Donc il y a tout un enjeu, tout un enjeu autour de la place de l'ECR en fait dans le prochain mandat. Est-ce qu'ils vont devenir une force pivot, voire même faire partie d'une majorité ou pas? Rendez-vous donc ces prochains jours pour savoir si ECR, les conservateurs réformistes, entrent dans le game ou non. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous en avez appris un peu plus, que les choses sont plus claires pour vous. Elles le sont en tout cas pour moi. Merci beaucoup à Quentin du compte MEP Assistant et à Catherine du podcast À quoi tu sers. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.